Bonjour, ici Micheline Bourque, sommet du livre Affaires 2016. Encore une fois, en présence de gens extraordinaires. Un auteur, Pascal Beria, qui va nous présenter et qui va nous faire découvrir son livre La révolution des contenus. Et Chantal Doré, une experte en communication, une experte storytelling, une femme de communauté, qui va m'aider à faire parler Monsieur Beria. Alors, bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, la première question que j'ai, puis Chantal, je me permets de le faire, c'est de demander à M. Beria de nous dire un petit peu qui il est, parce que quand on lit son livre, on se dit, My God, quel érudit! Alors, dites-nous un petit peu sur vous, M. Beria. Euh, Moi, en fait, je vis sur Paris. Je suis consultant éditorial, ce qui veut dire pas mal de choses. Je travaille à la fois en rédaction en chef pour des revues et en conseil et en communication pour les marques, notamment justement sur tout ce qui a trait aux stratégies de contenu et à la manière dont une marque peut s'exprimer sur les différents supports aujourd'hui. Excellent. Chantal, à ton tour, qui es-tu et que fais-tu? Oui, Je te tutoie parce qu'on se connaît, là. Hein? oui, Hum. oui. Moi, je me définis comme une créatrice de liens. Donc, une créatrice de liens avec les mots, avec les idées et avec les gens. Donc, oui, tout ce qui est contenu en fait partie, mais de plus en plus, mon intervention va du côté de l'animation avec une conférence et des ateliers qui s'appelle l'entreprise Tribu. Et donc, forcément, on explore le lien entre la marque corporative et la marque employeur. Excellent. Alors, Chantal, comme moi, tu as lu le livre. Je vais juste faire la petite lecture de Lando parce que Oui, ça résume tellement bien comment le livre est structuré. très, Donc, c'est très marqué, riche. hein, c'est marqué à l'heure du grand bouleversement entraîné par les médias connectés, comment les contenus s'adaptent pour devenir l'élément central de la mutation numérique. C'est à cette question cruciale que répond la révolution des contenus qui aborde la problématique selon un prisme à cinq faces. La révolution médiatique, la révolution technologique, la révolution publicitaire, la révolution relationnelle et la révolution rédactionnelle. Donc, on voit tout de suite qu'on entre dans un univers vraiment de révolution. Alors, Chantal, je te laisserai poser les premières Oui. questions ou peut-être introduire le livre sous l'angle de ta première perception. Oui, ben en fait, je voulais faire un peu du pouce sur la rencontre que j'ai eue avec Pascal à Paris au mois de novembre. Pascal a assisté à un meet-up sur la stratégie de contenu où je présentais une conférence avec Muriel van der Molen sur tout ce qui est, dans le fond, les rituels des marques et le lien avec le contenu. Et j'étais très curieuse et contente de voir, Pascal, que tu parles justement de comment maintenant les contenus se vivent à travers des rencontres in real life et que maintenant, les fans d'une marque vont se retrouver au-delà des contenus. Donc, le contenu devient aussi rassemblement. Donc, j'aurais envie de t'entendre sur cette tendance-là, si ça va aller, à ton avis, en augmentant. Oui, 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 très clairement. En fait, depuis la publication du livre, c'est vrai que le contenu est devenu un sujet assez central, notamment pour les marques corporate ou les marques produits. Et il me semble qu'aujourd'hui, on entend beaucoup le fait que la marque est devenue un média, des choses comme ça, ce qui est de plus en plus vrai. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a énormément en tous les cas, moi, on m'interroge beaucoup sur des réflexions autour de ce que contient la marque en termes de valeur, en termes enfin, de plateforme de marque, en termes de Mhm. vision. Aujourd'hui, la marque, c'est plus uniquement un produit à vendre, mais il y a des implications en termes de culture, en termes Mhm. sociétal et des choses comme ça. Donc aujourd'hui, euh, la marque se résume pas à ce produit à vendre, mais vraiment à cet univers qu'elle représente. Donc, bon, ce sera un peu compliqué d'aller un peu plus avant là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'entreprise tribu et de la notion de totem et de choses comme ça. Et de plus en plus de marques, notamment grand public, font office de ces totems Oui. autour desquels les gens se retrouvent. Enfin, c'est hallucinant de voir de temps en temps. Enfin, évidemment, la marque emblématique de ces dernières années, c'est Apple et tout Mm. cet univers qu'ils ont réussi à créer. Mais c'est vrai que quand on voit l'engouement et ce que ça représente quand une boutique ouvre, quand un nouveau produit est lancé, les gens sont comme des fous.
Donc, ça veut dire que c'est pas uniquement cet objet fonctionnel qui est à vendre, mais c'est vraiment quelque chose qui tient de la tribu, où les gens se Mhm. reconnaissent parce qu'ils utilisent le même objet. Voilà, donc ça, on va dire que c'est l'exemple le plus facile parce que c'est l'exemple, le produit grand public, par excellence, moderne, dans lequel un certain nombre une génération se retrouve. Mais au-delà de ça, moi je suis interrogé avec des marques beaucoup plus obscures. Et en creusant, on s'aperçoit qu'il y a toujours une culture derrière, il y a toujours quelque Mhm. chose autour de laquelle les gens se retrouvent, que ce soit les gens en interne, les collaborateurs, mais aussi potentiellement les consommateurs en B2C, en B2B. Voilà. Donc, à mon sens, et en tous les cas par rapport à ce que je peux ressentir et aux questions qu'on me pose, effectivement, il y a des vraies questions autour de cet univers de marque et ce territoire de marque qui s'exprime par les contenus. Donc, Oui. Je vais te relancer sur un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est tout l'impact sur les communications internes. Dans un contexte où tout est hyper connecté maintenant, où l'information n'est plus top-down, où tout le monde est connecté en tout temps, en tout lieu et contribue dans une intelligence collective. Comment cette révolution-là des contenus va avoir un impact sur les communications internes dans les organisations? ah bah, là, alors, je pense on est même pas au milieu du gué, mais l'impact, il est colossal. Enfin, euh, ça dépasse même l'organisation de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que effectivement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une remise en question de l'autorité, avec la nécessité pour les marques, mais aussi les autorités que peuvent être les politiques et enfin les gens qui avaient initialement une autorité. C'est valable pour le clergé, c'est valable pour Mhm. l'éducation, c'est valable pour un peu tout le monde. Ils ont une obligation déjà de transparence qui est plutôt une bonne nouvelle, mais aussi la nécessité d'arriver à parler en direct avec les gens. Mhm. Ce qui veut dire que si on revient sur l'écosystème, on va dire en tous les cas le milieu de l'entreprise, ça change beaucoup de choses en termes de hiérarchie, ça change beaucoup de choses en termes de stratégie, ça change beaucoup de choses en termes de relations entre individus et même entre fonctions elles-mêmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, et ça aussi on le retrouve dans pas mal d'organisations, il y a un décloisonnement total. Euh, Enfin, il y a un décloisonnement. En tous les cas, on va vers ça. Les organisations ont beaucoup de mal avec ce type d'organisation, de nouvelle organisation, parce qu'on est encore, bah, c'est générationnel. C'est-à-dire que effectivement, il Oui. faut qu'une génération chasse l'autre. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu au milieu du gué avec, bah, avec une certaine compréhension. On va dire que là aussi, quand je discute avec des managers, les gens comprennent qu'il faut faire remonter de l'information du terrain. Alors le terrain, ça veut dire le commercial sur le terrain, ça veut dire le client, Mhm. ça veut dire à peu près tous les gens. Donc il y a vraiment ce décloisonnement et cette remontée d'informations. Mais voilà, donc ça veut dire il y a une remise en question de l'autorité avec les notions de leadership, les notions de pilotage de projet, de choses comme ça. Donc Mhm. ça remet vraiment, vraiment en question beaucoup de choses. Alors si on rejoint le thème du contenu, je voulais juste m'affranchir parce qu'aujourd'hui on a un peu tendance à tout mettre dans la notion de contenu et c'est vrai que finalement tout est contenu à partir du moment où on parle de communication. Mhm. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux. Alors ça émerge aussi beaucoup avec les nouveaux outils qui apparaissent et les outils de collaboration, les outils de contribution, et puis plus globalement les outils numériques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus simple d'arriver à avoir un retour du terrain et d'arriver à mettre sur pied une étude marketing que hier avec des panels qui étaient très lourds, des choses, voilà. Donc il y a quand même une simplification des relations entre individus, quoi, C'est que dans ce domaine. je fais le parallèle dans les médias en général, les médias sociaux, où évidemment, comme tu l'expliques, auparavant, on était un peu tributaire d'une grande messe médiatique. On recevait de l'information et maintenant on fait notre propre programmation. On devient comme des curateurs d'information. Donc à l'interne, l'employé qui recevait un journal interne, maintenant il est contributeur des contenus. Donc je trouve que notre métier devient justement un métier de
curation, de sélectionner ces contenus-là. Et ce que j'ai trouvé vraiment amusant dans ton livre, c'est que tu dis, le métier de curateur, au fond, n'est-ce pas une définition du journalisme? Oui, oui, oui. Enfin, voilà, effectivement. Enfin, et pour le coup, ça reste un métier. Donc, méfiance avec tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une espèce de fantasme de tous ces outils numériques qui vont nous régler à peu près tous les problèmes. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, la curation, ça a toujours été pas, alors, pas forcément le rôle du journaliste qui lui a un rôle d'enquête et de choses comme ça, mais en tous les cas, le rôle de la presse. Le rôle de la presse, il y a toujours eu une ligne éditoriale qui a sous-tendu un titre ou un autre. Il y a toujours eu des politiques éditoriales qui encadrent tout ça. Euh, Aujourd'hui, effectivement, en tant que curateur, on reprend, on peut avoir, enfin, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde peut se prétendre média en se Mhm. disant, moi, je vais m'intéresser, par exemple, à la notion de contenu, et par exemple, je vais avoir un canal sur Scoopit ou sur des outils Mhm. qui sont à disposition, pardon, et je vais faire un travail de curation, effectivement, de tout ce qui peut m'intéresser, moi, dans mon travail, et je vais le mettre à disposition des gens, et je vais m'apercevoir que les gens me suivent ou les gens ne suivent pas. Mais ça, c'est on va dire, la destinée de tout média. Après, on intéresse ou on n'intéresse pas. Mais comme je disais, un décloisonnement, on y est aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde aujourd'hui peut se prétendre Mhm. expert en n'importe Mhm. quoi à partir du moment où on va chercher du contenu. J'ai été chercher Ouais. là-dedans aussi toute l'explication que vous faites que le contenu, c'est une matière première. Hein, Oui, et ça, c'est important de le comprendre et ça affecte aussi toute la communication dans le sens que on est plus intéressé à produire beaucoup que nécessairement produire de la qualité parce que on veut attirer des gens vers nous par le contenu. On n'a pas le choix, mais de notre côté, euh, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là? Donc, je trouvais ça intéressant, cette notion-là de matière première. Donc, les grands médias aujourd'hui sont plus intéressés à produire beaucoup de contenu, à décaler ce contenu sous toutes ses formes. Mais j'aimerais vous entendre un peu plus là-dessus parce que je trouve que c'est un concept vraiment intéressant que vous avez élaboré dans votre livre, là. oui, oui. Alors, ça, c'est oui, un des grands. Enfin, je suis pas le seul à le dire, hein, mais c'est Ouais. vrai que ce contenu aujourd'hui est un peu conçu comme une matière première. Alors, ça englobe beaucoup de choses, dont une qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire que il y a vraiment une notion d'offre et de demande aujourd'hui. Euh, L'offre, elle devient assez pléthorique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on part du principe que tout est contenu, ça va du post sur le réseau social au journalisme longue forme qui réapparaît aujourd'hui avec des choses qui sont très étayées, très construites, etc. Mais on s'aperçoit que finalement le contenu, il est à dispo aujourd'hui, enfin tout le contenu du monde. Il y a une connaissance et un savoir universel qui est aujourd'hui disponible directement sur Internet. Donc il y a une perte de la valeur quand même, paradoxalement, de ce Mhm. contenu ce qui fait que si on reprend l'analogie avec les matières premières, contrairement une matière fossile, on va dire, qui prend de la valeur au fur et à mesure qu'elle se raréfie, aujourd'hui le contenu est tellement pléthorique, je ne parle pas de qualité, hein, je parle vraiment de quantité, qu'aujourd'hui la notion de contenu, paradoxalement, perd énormément de valeur. Pour pas dire elle n'en a plus du tout. Et c'est vrai que quand on a un rôle de producteur de contenu comme peut l'être le journaliste, on voit bien que le Mhm. journalisme a un vrai problème aujourd'hui parce qu'il est, enfin, il n'y a plus les moyens de le rémunérer, mais ça touche aussi les photographes qui sont aussi des producteurs de contenu. Le photographe aujourd'hui, c'est un métier qui est difficile Mhm. avec des gens qui vont produire de la photo et qui vont essayer de la vendre à un prix assez dérisoire. Pourquoi? Parce que les gens ont Mhm. l'habitude d'aller prendre une photo sur Internet et de la coller sur un blog ou des choses comme ça. Donc tout ça a perdu vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Alors ça, c'est un des grands combats. C'est essayer de montrer que ce contenu, ça englobe aussi toutes les notions de SEO, qu'on peut entendre beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit le contenu, pour qu'il soit bien référencé, il faut qu'il soit original, qu'il soit qualitatif, qu'il soit. Voilà. Donc on nous bassine avec des choses qui sont
en règle générale pour 95% des contenus en ligne qui sont plus du tout le cas. Donc c'est vrai que je me demande aujourd'hui quelle est la véracité de ces propos et est-ce que vraiment ça vaut le coup aujourd'hui de faire du contenu de qualité. Donc il y a des gens qui s'astreignent à le faire encore, mais je trouve que ça va pas forcément dans le bon sens. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant dans la notion de matière première, c'est que, et on le voit avec l'avènement de la big data et des choses comme ça qu'on peut entendre de plus en plus. Pour moi, la big data, ça reste du contenu dans son plus simple appareil, hein. C'est vraiment du contenu numérique au sens enfin, Brut, là. de l'infiniment petit, Mhm, mhm. mais ça reste du contenu. Et aujourd'hui, justement, ce contenu, il faut réussir à l'interpréter et en faire quelque chose qui soit intelligible. Mais il va y avoir, et on commence à l'entendre, la notion de retraitement de ce contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de charger des métaoctets de disques durs un peu partout. On commence à entendre que enfin, le fait de refroidir toutes ces fermes de serveurs un peu partout dans le monde commence à coûter de plus en plus cher en termes de gaz à effet de serre. Enfin, Mhm. Oui, des c'est choses assez vrai. délirantes. Et assez paradoxal aussi, parce qu'on nous avait dit que le numérique allait nous affranchir Non, non. d'à peu près tout, de la pollution, enfin, ça allait être un bonheur absolu. La Et perte du papier, oui, la voilà, pollution. c'est ça. Alors, à une époque, c'était plus de papier, ça va être génial, on va de nouveau retrouver nos forêts. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce stockage d'informations demande de plus en plus d'énergie. Donc, par analogie aussi avec les matières premières, il y a une notion de développement durable, je trouve, Mhm. qui commence à émerger OK. avec ces contenus. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les retraite? Enfin, voilà, on est en train de discuter, là, en tous les cas en France, sur tout l'avènement du nucléaire et qu'est-ce qu'on va faire des décharges et des choses comme ça. Et je crois qu'en termes de contenu, on va arriver à peu près à la même question à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces Mhm. métadonnées que l'on stocke qui servent plus à rien si ce n'est à profiler vaguement les gens Ouais. pour leur promettre aussi un bonheur absolu. Voilà. Bref. Ben, c'est un peu pour Donc, ça que j'ai l'impression qu'on doit revenir à, puis là je parle pour moi-même dans le contexte de création de liens, à des réels connecteurs, à des faiseurs de sens, à ce que l'information ait un sens, qu'on raconte une histoire et surtout qu'elle serve à connecter avec des gens, qu'elle serve à passer un message, qu'elle serve à établir une relation, pas uniquement de jeter de l'information. Donc, en tout cas, j'ai l'impression, et j'aimerais t'entendre là-dessus, sur est-ce qu'on va faire un retour justement peut-être à des connexions dans la vraie vie plus importantes à cause de cette profusion-là de contenu qui devient désincarné à un moment donné. oui, oui, enfin, je crois qu'il y a toujours un retour de balancier à un moment ou à un autre. Je parlais du journalisme longue forme qui refait son Oui. apparition aujourd'hui, Mais on regarde alors ici au qu'il y a une... Québec, Nouveau Projet, le magazine fondé par Nicolas Langelier, qui a gagné le Grand Prix du magazine canadien, qui est un magazine multiforme et très touffu. Et c'est le pari que Nicolas avait fait à l'époque d'aller Ouais, vers une publication dense. c'est pour ça à mon sens, alors après, faudrait demander aux sociologues, mais de toute façon, je pense que le lien est nécessaire à un moment ou à un autre. Donc le lien peut pas être simplement numérique. J'entendais la conférence de Facebook là l'autre jour où ils veulent tout virtualiser et relier le monde entier. Enfin, ça a toujours été leur, euh, leur vision. Mais le numérique, à un moment donné, il y a quand même. Enfin, moi, c'est mon sens, hein, peut-être que ça me donnera. Enfin, l'avenir me donnera tort. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a forcément un retour de balancier. Et on le voit bien avec. Là aussi, pour rejoindre, pour retrouver un peu ce qui se passe sur Paris, mais en ce moment, les gens se retrouvent, il y a une espèce de volonté de retrouver du lien social qui ne soit pas uniquement à travers de nos outils numériques, Mhm. mais qui soit aussi qui soit dans nos bistrots de quartier, qui soit sur les places, dans les manifestations qu'on peut avoir en ce moment. Voilà, donc je pense que, mais ça pour le coup, je pense que c'est aussi très générationnel, c'est que, Mhm. enfin en tous les cas, moi je suis d'une génération où on nous a annoncé le numérique comme quelque chose qui allait nous changer totalement la vie, alors ce qui est assez vrai, hein, Oui. Ça a changé faut la pas mienne en dire. tout cas. Oui, oui. Non, mais euh,
il me Ne semble serait-ce qu'il que faudrait... de notre rencontre en ce moment. Oui, Exactement. absolument, Ouais. absolument. Alors voilà, c'est vrai que ça facilite ce genre de choses et c'est vrai que ce genre Ouais. de conversation, on aurait eu du mal à l'avoir Mhm. sans les outils Mhm. qui vont avec. Néanmoins, je pense que la génération qui monte aujourd'hui a beaucoup plus de facilité à gérer absolument les deux, le virtuel, le réel. Et disons que se retrouver autour d'une table les empêche pas de continuer à discuter sur Le téléphone. Mhm. voilà, sur leur téléphone et sur les supports numériques. Donc voilà, je pense que là aussi c'est une question de génération plus Il y a qu'autre une chose. expression que je n'avais jamais lue, en fait, nommée de cette manière, Atawad. Oui, Moi non plus, j'avais oui, jamais bah alors entendu. C'est bon, ça, ouais. Parle-nous du oui, oui, bah, Atawad. c'est étonnant parce que ça, ouais, nous, on rechigne absolument pas en France à essayer d'utiliser les anglicismes, hein. Donc, et puis surtout les acronymes un peu Oui. barbares comme ça. Ouais. Donc oui, le anytime, anywhere, any device, voilà, je pense que c'est quelque chose qui a fait son chemin. Alors je sais pas si Mhm. vous avez une autre façon de le dire au Québec, vous êtes beaucoup plus créatif dans ce domaine-là. Mhm. Mhm. Mais en tous les cas, voilà, je crois que c'est le cas. Et pour le coup, dans mon métier, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, mon bureau, il est un petit peu partout. Mhm. Et à l'inverse, par contre, le souci, Oui. c'est qu'il faut que je reste joignable à peu près tout le temps. Oui. Donc il y a les avantages et les inconvénients Mhm. qui vont avec. Mais bon, ça se gère. J'aimerais revenir un peu sur le livre dans sa forme. Donc, vous, vous avez choisi de le faire sous ces 5 grandes thématiques-là que j'ai mentionnées tantôt. Je mentionnais aussi, c'est ça qu'il y a énormément de contenu, mais vous faites référence à toute l'évolution là, qui remonte à quand même très loin par rapport au contenu. Euh, Pourquoi vous avez choisi cette forme-là? Pourquoi vous avez choisi, puis ça a dû quand même juste réfléchir à comment présenter ce savoir-là. Il y a tout Mhm. un exercice en soi. Je pense que vous pouvez nous expliquer un petit peu, là, parce qu'on a la révolution médiatique, technologique, publicitaire, relationnelle et rédactionnelle. C'est quand même très belle catégorie de contenu, là, Mhm. mais il fallait y penser quand même. Ben, c'est une organisation qui s'est un peu imposée à moi, en Ah fait, oui? hein. Comment dire, sans reprendre la genèse du livre, j'ai voulu un peu travailler en réaction par rapport à moi, ce que je pouvais faire dans mon travail qui reste très opérationnel, de conseil en contenu. Je m'apercevais qu'en fonction des gens que je pouvais avoir en face, la notion de contenu était très différente. Oui. Mhm. Si j'avais un journaliste, il était dans l'écriture, voilà, le contenu c'est l'écriture. Si on parle à quelqu'un qui est plus dans le numérique, il va être dans le référencement, le contenu c'est important, etc. Ensuite, pour le grand public, sans parler forcément de contenu, mais dès qu'on parle de technologie, on parle d'outils, on parle de téléphone, ça c'est ça qui intéresse les gens, les nouvelles technologies, les choses comme ça. Euh, de la même manière, pour le publicitaire, on restait encore dans le format publicitaire télévisuel assez classique, etc. Donc tout ça fait que, à un moment donné, c'est en posant le sujet de ce contenu, parce qu'initialement, je n'avais pas du tout prévu de faire un livre. Je voulais simplement essayer de faire une espèce de synthèse de toute cette espèce de ressenti. Je me dis, mais s'il y a bien quelque chose qui réunit tous ces gens-là, c'est la notion de contenu. La notion de contenu parce que quand on fait de la vidéo, on commence déjà par écrire un synopsis, un découpage, des choses comme ça. Quand on fait de la publicité, là aussi, on fait un storyboard. Quand on est un média, on pense contenu aussi. Quand on est y compris d'ailleurs quand on parle technologie, je lisais un papier récemment sur Microsoft. Aujourd'hui, ils essayent d'amener les développeurs à développer des applications pour les plateformes Microsoft en ouvrant, voilà, en ouvrant leur technologie pour que les gens s'engouffrent là-dedans et développent des choses. Ce qui veut dire qu'en fait, Microsoft, qui est un pur techno, sans contenu, il n'y a pas grand-chose. Et je reprends la même chose pour Google. Google, sans les contenus qu'il référence, c'est une Mhm. coquille vide. Mhm. Donc, enfin voilà, ça s'est pas fait hein, de manière très évidente et ça a vraiment été par succession. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, mais cette notion de contenu dans lequel je travaillais sans vraiment le savoir, un peu à la Monsieur Jourdain, Oui.
voilà, je travaillais dans le contenu, mais non, pour moi, je travaillais pour un magazine, je travaillais pour un site internet, je travaillais. Voilà, Mhm. et je me suis dit que finalement, l'intelligence, alors entre de grosses guillemets, parce que l'intelligence, pas dans le sens, pas dans le sens plus intelligent que les autres, mais le sens, on en parlait tout à l'heure, le sens, il passe par le contenu, il passe pas par le vecteur, il passe pas. Voilà, donc, à mon sens, voilà, le contenu était vraiment cette chose qui réunissait tous ces gens-là. Oui, Mais Chantal? en fait, j'ai envie de t'entendre parler de la notion de transmédia et de dire justement comment la révolution des contenus, ton livre, pourrait se déployer dans un contexte de transmédia. Mhm. Alors oui, alors là aussi, le transmédia, c'est quelque chose, comme j'ai toujours été raconteur d'histoire au sens large, c'est vrai que le transmédia est quelque chose qui est apparu là aussi, sans doute grâce aux technologies, Oui. parce qu'aujourd'hui, enfin les médias, on les compte plus, hein, à la fois les supports et, et les médias techno. Euh, la notion de transmédia, quand on raconte une histoire, est absolument phénoménale parce que, alors, ça va être très compliqué à synthétiser, mais en gros, le fait de pouvoir penser une histoire de manière plurimédia, mais aussi de pouvoir l'intégrer dans une notion de temps, parce que souvent dans le transmédia, il y a une notion de temps avec une notion d'urgence. Enfin, les dispositifs qui sont mis en ligne, souvent, il y a toujours une notion de jalon et on va avoir une information qui va permettre de nous déconnecter. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent sont très au fait de la notion de transmédia, mais s'il faut reprendre la base, il y a une définition, évidemment, que j'ai oubliée là, mais qui est Non, très mais bien faite. qui est dans le livre. Elle est dans le Oui, Oui, livre. oui, absolument. je Mais l'ai noté, je l'ai noté. Donc, je te cite. oui, Développer une histoire sur de multiples supports médiatiques, euh, l'addition de chaque contenu spécifique contribuant à un ensemble. Donc, aboutissement de l'évolution des médias rendu possible par la maturation technologique, celle des usages et de la convergence des médias. voilà. Enfin, c'est un peu ça. Mhm. Mais Et donc, c'est ton vrai que livre, s'il vivait sur d'autres plateformes, à quoi ça... Donc là, on est en train un petit peu de vivre une forme de transmédia de ton Effectivement. livre. Puis oui, vous avez votre blog aussi qui est un peu la continuité. oui, oui, tout à fait, ouais, tout à Mhm. fait. C'est-à-dire que euh, euh, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que si on reprend la notion de contenu, un contenu n'est jamais vraiment fini parce que si on s'amuse à le mettre sur les médias numériques, mais même pas forcément d'ailleurs, un livre, même papier ou un film, un format fermé, est régulièrement commenté, augmenté sur Internet, des choses comme ça. Donc Mhm, c'est la notion de mort de l'auteur dont je parle mhm, de Barthes dans le bouquin. Mais c'est en gros l'auteur le jour où un auteur sur un blog, mettons, poste son papier. Au moment où il a posté son papier, le contenu lui appartient plus, mhm. puisqu'il part un peu partout, des extraits peuvent être repris à droite, à gauche, des commentaires peuvent augmenter la teneur de ce blog, etc. Donc effectivement, alors je ne sais pas si ça rejoint la notion de transmédia, mais en tous les cas, ça rejoint le fait qu'aujourd'hui, un contenu n'est jamais fermé. Et j'en parle justement notamment pour le livre. Aujourd'hui, le livre est encore un format qui est très fermé. Mhm. Il y a des essais quand même dans le domaine du numérique, mais qui sont encore un peu de l'ordre de l'essai. Mais aujourd'hui, penser un média comme quelque chose de fermé avec un début et une fin, je pense que c'est un peu anachronique. Alors ça a peut-être du sens hein, pour certains d'entre eux, il faut peut-être les détailler. Mais encore une fois, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est une fois qu'on a jeté une idée sur le papier, qu'elle fasse un feuillet ou un livre ou un film. Ce qui est intéressant, c'est justement de le donner un petit peu, de donner cette matière à réflexion aux gens et de pouvoir que les gens puissent se saisir de ce contenu et de pouvoir l'augmenter. C'est la notion d'open source et de choses comme ça, Mhm. hein, si on rejoint toutes ces notions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets Wikipédia. quelque chose à disposition et les gens en font ce qu'ils veulent, ou pas d'ailleurs. Ça aussi, ça rejoint un petit peu la révolution dans les organisations, c'est-à-dire que les gens s'ouvrent
à l'open data, des choses comme ça, conçoivent la richesse de laisser les gens réfléchir sur une matière première, mais les organisations sont encore pas matures, je pense, pour laisser les gens se Mhm. saisir vraiment de tout et de pouvoir augmenter. Enfin bon, ça c'était encore un autre sujet, mais qui rejoint aussi la notion de Ouais. contenu d'une Si, certaine façon. si on va dans je dirais, le plus pratique, par exemple, je me mets dans la peau d'un propriétaire d'entreprise que je suis, entre autres, donc un propriétaire de PME qui a une marque et qui veut développer des contenus. Là, il pourrait justement devenir un curateur dans le sens d'utiliser des outils comme on parlait tout à l'heure, tel le Scoopit, puis aller chercher amalgamer des contenus à partir de différentes sources. Mhm, Moi, j'ai toujours la recommandation à mes clients de tenter de créer des contenus qui sont en lien vraiment avec l'ADN de leur marque, que ce soit corporative ou employeur, dans laquelle ils vont aller chercher les gens qui leur ressemblent, donc leur tribu. Ceci dit, c'est un défi de lancer sa propre programmation et c'est sûr que c'est un défi qui fait appel à des spécialistes comme nous sommes, mais mhm. il reste que pour mettons, un propriétaire d'entreprise qui ne peut pas nécessairement faire affaire avec des gens comme nous, comment réussir à développer des contenus qui sont intéressants et qui ne sont pas justement que du repiquage de sources multiples et que ça fasse vraiment un sens avec leur marque. Bref, est-ce qu'ils peuvent se passer de nous? C'est peine perdue, il faut se dire. Euh, Ça, c'est la grande question. Alors, heureusement, effectivement, j'ai encore enfin, beaucoup d'entreprises m'interrogent, donc j'ai encore une certaine pérennité pour le métier. Néanmoins, c'est vrai que le savoir, et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant quand on discute avec ces gens-là, le savoir, c'est eux qui l'ont. C'est-à-dire que si je travaille avec je sais pas, un assureur ou déjà quelqu'un qui fabrique des systèmes, enfin des choses complexes, c'est pas moi qui vais l'éclairer sur ce qu'ils font et sur la techno et sur l'organisation et des choses comme ça. Donc le savoir, il est chez eux. Donc nous, on peut être qu'une seule chose, c'est une sorte de révélateur et un organisateur de ces contenus. On peut pas vraiment aller beaucoup plus loin. Euh, donc Oui. l'idée, ça rejoint un petit peu la notion de stratégie de contenu, c'est qu'aujourd'hui, et tant mieux, aujourd'hui je suis de plus en plus interrogé, ce que je disais un petit peu de manière liminaire, mais en matière de contenu, non plus par rapport à un support ou à un autre, mais plutôt par rapport à moi, j'ai une marque ou j'ai une entreprise. L'entreprise, elle a 100 ans, l'entreprise, elle a 1 an et demi, mais je cherche à m'adresser à un public. Et en fait, on parlait d'une notion de curation, mais il y a aussi une notion de, de façon de se présenter au public, et ça rejoint tout ce qui peut être plateforme de marque, et aussi, pour ma part, en tous les cas, de territoire d'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, ce que je disais initialement, la marque, elle n'a pas vocation juste à être vendue. Je crois, en tous les cas, et c'est de plus en plus le cas, la marque a vocation à donner du sens à quelque chose, et notamment donner du sens à ce qu'elle fait. Alors, si elle fait, je sais pas, des missiles sol-air, c'est un peu plus compliqué à expliquer la, 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 la- l'objet de mon entreprise, parce que bah, il y a des enjeux qui sont un peu plus compliqués, mais voilà, nous, notre travail, je crois, est simplement un travail de révélation de Mhm. cette connaissance. Ensuite, c'est vrai que ça demeure quand même une capacité d'écriture, une capacité de synthèse, une capacité de vulgarisation, j'aime pas trop le terme, mais ça peut être le cas, oui, pour certains sujets ultra complexes pour le donner à comprendre au commun des mortels, quoi. Ben, c'est que ce que je remarque moi, dans le côté vraiment, j'ai été journaliste pendant 8 ans et maintenant je donne des formations sur la rédaction et le titre, c'est Écrire pour être lu. Et c'est drôle parce que j'ai une partie qui traite du marketing et souvent j'ai de grandes interrogations des gens qui viennent chercher des techniques rédactionnelles alors qu'au fond, c'est toujours se poser la question, mais pour qui écrit-on? Oui, oui, Mhm. euh, absolument. Alors après, ça rejoint un petit peu la démarche marketing aussi. C'est Mhm. vrai que, mais Donc, ça, d'où c'est le marketing de contenu aussi.
Oui, tout à fait. Donc il s'agit de savoir qui est ma cible et puis à quoi elle peut s'intéresser, au-delà de venir chercher de l'information sur à quelle heure mon magasin ouvre en bas de chez moi. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, je crois que les entreprises et les marques aujourd'hui ont si ce n'est une expertise, en tous les cas, euh, oui, enfin une expertise sur un sujet ou un autre, et cette expertise peut potentiellement intéresser les gens, que ça soit sur la notion de développement durable dont on parlait tout à l'heure, que ça soit sur la notion, je sais pas, les marques de luxe ont leur mot à dire sur la culture, sur des choses comme ça. Donc il y a toujours, quel que soit, alors pour certaines marques, effectivement, c'est plus compliqué que pour d'autres, hein. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des marques qui sont systématiquement euh, prises en exemple parce que c'est les plus simples. Mais après, Nike est toujours pris en exemple. Nike, ça reste une paire de chaussures, quoi. Ils ont réussi à conquérir un univers, à conquérir, à former une tribu autour du sport, autour du bonheur, parce qu'ils sont beaucoup dans la course à pied, mais la course à pied sur le côté pas je transpire et c'est dur, c'est plutôt la joie de se retrouver, d'aller courir ensemble, etc. Donc voilà, enfin, il y a vraiment une démarche marketing autour de ça. J'aimerais revenir sur cette notion de public parce que finalement, c'est pas vraiment s'adresser à un public, mais c'est beaucoup plus se créer un public. Oui, Et donc, en tout cas, dans votre ouvrage, on voit que c'est ça l'objectif finalement, c'est qu'est-ce qui est le contenu que je peux produire ouais. qui va attirer les gens vers moi et non pas moi aller vers eux. Et je vais revenir au livre parce que là, le temps avance, on a fait quand même presque 35 minutes déjà. Je vais revenir au point de vous, votre public. Ce livre-là, La révolution des contenus, Mhm. juste avant on s'est parlé hier, moi et Chantal, puis on discutait, on disait, mon Dieu, à qui s'adresse ce livre-là? Et on est d'accord que c'est pas un livre grand public, parce qu'il est tellement, c'est presque un livre universitaire. D'ailleurs, vous citez Roland Barthes et moi, je me suis rappelé mes années en communication à l'université à relire et à dire, mais de quoi il veut parler? Mais comme c'est intelligent. Mais toute la synthèse que vous faites avec les différentes références, tant avec des philosophes que des gens dans notre actualité à toutes sortes de niveaux, c'est vraiment une synthèse incroyable sur les 5 champs qu'on a mentionnés. Donc moi, c'est sûr que si j'avais une boîte de livres à donner, c'est sûr que je donnerais ça effectivement des gens dans le milieu, c'est-à-dire des gens de communication, mais dans toutes les grandes dimensions de la communication, que ce soit à l'interne, de la communication marketing, aux dirigeants qui sont concernés par ça pour qu'ils comprennent vraiment euh, qu'est-ce qu'est l'histoire qu'on vient de vivre là? On vient de vivre une histoire importante qui s'est précipitée dans les dernières années avec l'arrivée de la technologie. Euh, je reviens à ma question. Pour vous, là, cet exercice-là a été important sûrement. C'est une grande réflexion. Mais qui aimeriez-vous vraiment qui lise ce livre-là? À qui voulez-vous le donner, en fait? Alors, juste en préambule par rapport à la remarque, effectivement, je trouve qu'aujourd'hui, en termes de communication, enfin, en tous les cas, en termes de contenu et de médias, il y a un grand retour des sciences humaines, justement, Oui. parce que quand on parle de réseaux sociaux, ben, on parle de liens, de relations entre les gens, de sémiotique, de sémantique, de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un grand, enfin, je sais pas si c'est un grand retour, mais en tous les cas, euh, évidemment, tous les grands penseurs d'après-guerre, hein, jusque dans les années 80, avaient un petit peu posé tous les jalons sur toutes ces relations, la notion de tribu, justement, la notion de petit monde, la notion de... Enfin, voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui prennent corps aujourd'hui avec tout ce qu'on peut voir autour notamment de ces réseaux sociaux. Voilà, dans les réseaux sociaux, il y a quand même la notion de sociologie. Donc là aussi, tous ces gens-là se sont un peu imposés pour poser le sujet initialement en disant, bon ben, aujourd'hui la relation, enfin l'évolution ou la révolution des relations,
Ben, c'est Roland Barthes, c'est Bourdieu, voilà, il y a plein de gens qui remontent à la surface de manière très opérationnelle, parce qu'aujourd'hui on le constate. Donc ça, maintenant que j'ai dit ça, à qui je voulais m'adresser? C'est une bonne question. Donc c'est vrai que moi, les gens qui m'ont lu m'ont dit que c'était effectivement assez savant. Mais Euh, dans le bon sens, là. Dans le bon mais oui, sens. oui, 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 OK. enfin, oui, enfin, il y a eu, je sais pas si ça peut être péjoratif ou quoi, mais dans le sens où je voulais un livre qui soit pas trop inscrit dans la temporalité, parce que là aussi, il y a pas mal de choses dans le livre qui a 2 ans maintenant, Mhm. qui, je pense, sont déjà dépassées parce qu'il y a des nouveaux outils. Mhm. On a vu l'arrivée des choses, de nouveaux outils, nouveaux réseaux sociaux, de choses comme ça qui inscrivent vraiment, et ça on peut le voir sur beaucoup de blogs, des choses dans la temporalité. Aujourd'hui, la marque, faut qu'elle passe par Pinterest, faut qu'elle passe par Snapchat parce que Mhm. blablabla, etc. Dans 2 ans, ça sera encore autre chose. Donc, moi, je voulais éviter ce genre de choses Mhm. pour essayer de prendre un petit peu plus de hauteur Mhm. et de pouvoir expliquer qu'est-ce qui sous-tend Mhm. Mhm. toutes ces tendances et toute cette... Et ça, vous l'avez bien fait, Ouais. d'après moi, parce que, surtout que vous avez ajouté comme un complément votre blog, là, j'imagine que, excusez-moi, je ne le suis pas encore régulièrement, là, mais j'imagine que vous ajoutez du contenu aussi, justement, peut-être plus ponctuel pour faire valoir X, Y, Z, mais le fond est là. Et pour moi, il y a une belle durée de vie, votre livre. C'est pas un livre qui va perdre sa pertinence, en tout cas, rapidement, à mon Bah, avis. c'est comme ça que je l'ai conçu, en tous les Ouais. cas. Mhm. Mhm. Et pour répondre à la question qui doit le lire, effectivement, alors je pense que c'est pas mal les étudiants, Oui. parce qu'il y a encore pas mal d'idées posées, quitte à ce que je disais tout à l'heure, à ce qu'une fois que j'ai posé l'idée, on aille voir exactement de quoi il ressort à droite à gauche, Oui. voilà, dans les livres universitaires en tant que tels. Oui. Il y a évidemment les professionnels de la communication, parce que finalement, ce livre m'a aussi aidé à synthétiser mes idées. Oui. Et donc, ce qui fait que très très souvent, moi j'ai des gens qui me posent des questions très opérationnelles, et finalement la réponse, en tous les cas théorique, elle est dans le livre. Ensuite, de manière Mhm. très opérationnelle, il y a une façon ou une autre d'y répondre, encore une fois, par rapport à l'outil du moment ou à la façon de penser ou au secteur d'activité. Mais en tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup de réponses qui sont là-dedans. Donc les professionnels de la communication, les professionnels du marketing, et puis bah, le grand public, pourquoi pas, Ouais, hein. ouais. Aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens écrivent beaucoup de livres, hein. Donc, il y a une popularité, que ce soit au niveau de l'autopublication ou de façon générale, certainement du côté américain, il y a énormément de publications dans une catégorie large là, de livres d'affaires et beaucoup s'en servent comme carte de visite. C'est, Mhm, Mhm. j'ai écrit un livre, voici. Mais avec votre livre, on n'a pas ce sentiment-là. Je veux dire, ça sert à ça, j'en suis sûre. C'est Mhm. une très belle carte de visite, mais on sent pas ça chez vous. On sent vraiment que vous étiez là pour expliquer les choses et Mhm. pour faire cette synthèse-là. Et moi, je trouve ça remarquable et encore une fois, je vous en félicite. ben, merci. Chantal, toi, de ton côté, ton expérience de lecture de ce livre-là, qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Es-tu comme moi du côté synthèse ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont particulièrement plu à cette lecture-là? Ben, je vais terminer de la même manière que j'ai commencé. Je me définis comme une créatrice de liens. Donc, Oui. ce que j'ai particulièrement aimé de ces livres-là, c'est que ça faisait le lien en différentes réflexions que je me fais autant sur l'aspect rédactionnel, l'aspect technologique, l'aspect publicitaire, l'aspect relationnel, qui sont toutes parties prenantes de notre métier de communicateur. Et je trouvais intéressant de lire un ouvrage qui faisait les liens, qui brodait autour de ça et qui justement se mettait en hauteur, qui regardait ça d'en haut, Mhm. et de dire que c'est effectivement une formidable révolution. Et oui, générationnelle. Et personnellement, je crois beaucoup que ce choc générationnel-là va amener des changements dans les organisations, ce qui ne va pas sans heurte, c'est évident. Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser deux, mais il reste que le fait de se poser la question d'où ça vient tout ça, pourquoi c'est arrivé, dans quel contexte Mhm. ce changement-là est émergé. C'est sûr que ce n'est pas un ouvrage qui va nous expliquer
comment y procéder. Et je pense Non. que c'est à quelque part une valorisation aussi de notre métier, de faire du sens dans toute cette révolution-là. Mais moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est ça, c'est cette vue d'auteur-là et le fait de lier ces différents éléments-là. Et je me rends compte que dans notre vie très occupée, on n'en vient qu'à lire effectivement des ouvrages peut-être plus pratiques, peut-être plus accessibles, parce qu'on lit dans des courtes périodes de temps. Et là, d'avoir à faire cet exercice-là, de me plonger dans un ouvrage, de l'annoter, de prendre des notes, j'ai comme reconnecté aussi avec le côté universitaire que j'avais un peu oublié. Ouais. Et ça m'a fait du bien d'activer les neurones. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est un livre qui fait du bien à lire justement sur le plan intellectuel parce que je veux pas, c'est ma côté amoureuse de livres là, mais d'ailleurs on pourrait peut-être saluer la maison d'édition. C'est les éditions Télémark, qui était une maison que je connaissais pas du tout. Alors on leur fait un clin d'œil. Le livre est bien présenté. J'aime la mise en valeur des citations. J'ai beaucoup aussi apprécié les témoignages. Donc, vous êtes peut-être allé chercher des personnes vraiment très visionnaires, là. J'ai été encore plus loin que je n'avais jamais été dans certaines de ces réflexions-là par rapport à qu'est-ce qui s'en vient. J'ai beaucoup apprécié ça. Donc, ça se lit bien, il est beau. Vraiment, bravo. J'espère maintenant que le club de lecture et toute la promotion qu'on va faire au niveau du sommet va vous permettre de recevoir une invitation de je sais pas qui pour venir au Canada, partager ça et de faire connaître cet outil vraiment intéressant sur le plan intellectuel pour les penseurs de la communication à toutes sortes de niveaux. Et aussi, évidemment, c'est certain que les universités doivent s'y intéresser. On va vérifier ça. Je connais des professeurs d'université, je vais vérifier, mais c'est un excellent bouquin. Donc, je ne sais pas si Chantal, toi, tu as d'autres choses à ajouter, d'autres questions que tu voudrais poser. On peut en profiter parce que M. Béliard est très généreux. Alors, peut-être que... est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas couvertes que tu aurais peut-être aimé ajouter? Ben, évidemment, c'est un livre quand même assez français, assez européen. Oui, les ça, références sont propres à ce milieu-là. Mais j'étais intéressée de voir peut-être avec ta lecture du Québec, quel parallèle tu pourrais faire avec certaines de nos marques qui sont des contenus. Moi, spontanément, j'ai pensé à Ricardo. Par exemple, qui est un magazine, qui est une émission de télé en français-anglais, qui est maintenant une mijoteuse, une spatule, un vin, un restaurant, un café. Véro, c'est la même chose. On annonce bientôt, bon, il y a le magazine, l'émission. On annonce bientôt une chaîne de télé sur Internet. Donc, j'étais un petit peu curieuse de voir quel parallèle peut-être tu fais avec certaines marques françaises qui se déploient dans ce plurimédia et les exemples dont je parle. On est sans doute un petit peu plus frileux justement dans ce domaine du plurimédia. Dans l'immédiat, je n'ai pas de marque qui me vienne à l'esprit. Néanmoins, c'est vrai que je pense, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les marques ont leur mot à dire sur pas mal de choses, à partir du moment où elles sont légitimes, parce qu'il ne s'agit pas de sortir du cadre. J'ai pas forcément d'exemple là, mais c'est évidemment les marques de luxe en France occupent beaucoup d'espace médiatique, occupent beaucoup d'espace en termes culturels. Donc là aussi, ça dépasse le simple sac à main pour aller sur des choses quand même. Voilà, il y a une vision quand même de la société autour de ces gens-là, autour de ces entreprises-là. Ensuite, il faudrait creuser, mais effectivement, autour de la restauration, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors ça, je pense que c'est un petit peu global aujourd'hui, mais c'est vrai que la notion de chef, chef étoilé ou chef devient un petit peu une marque avec des valeurs, avec des gens qui défendent leurs valeurs à la télévision aujourd'hui. Donc ça dépasse le simple cadre du restaurant pour aller dans le cadre de la librairie avec des gens là aussi qui, dans le plus simple des cas, vont faire un livre de recettes, mais vont peut-être aussi donner leur vision du management et des choses comme ça. Donc voilà, ça rejoint un peu la notion de marque. C'est un peu à l'inverse aussi.
dans le sens que il y a vraiment des manufacturiers ou distributeurs de produits. Je pense, mettons, à Lolé, qui fait des vêtements de yoga, qui fait des rassemblements, justement, des fans de la marque, qui sont le White Lolé Yoga Tour. Donc, où on a un rassemblement comme ça de milliers de tapis de yogis qui se réunissent. Et donc, il y a des contenus autour d'une marque. Donc, mais c'est d'abord des produits qui deviennent, qui s'amalgament de contenu pour faire la promotion de la philosophie de la marque. Et à l'inverse, il y a maintenant justement des publications qui envahissent le champ de la marque et qui se déploient maintenant dans le produit. Donc, je trouvais ça intéressant de voir ces deux pôles-là, certaines marques qui tout à coup, vraiment de contenu, par exemple un magazine qui va tout à coup associer son nom à un produit. Donc, à l'inverse un peu. Oui, bah, absolument. Mais je parlais de décloisonnement tout à l'heure, mais Oui. encore une fois, je pense que voilà, enfin, c'est compliqué à, à intégrer pour les gens qui sont des professionnels d'un média ou des gens qui ont produit pendant toute leur vie un produit spécifique et qui se disent mais qu'est-ce que je vais aller faire à la télé ou mais je pense qu'on est intimement, encore une fois, si on réfléchit en termes de culture, de marque, en termes de territoire. Je pense encore une fois que les marques ont beaucoup de choses à dire et à faire, et de manière pas forcément euh, parce qu'on a toujours peur un petit peu avec ce qu'on voit sur les contenus de marque, des choses comme ça, qu'elles le Mm. fassent de manière un petit peu insidieuse, en influençant, mais je pense, enfin non, j'avais travaillé à un moment donné pour Coca-Cola, Coca-Cola qui travaille sur la notion d'optimisme de manière universitaire, en termes de recherche sur la neurologie, les choses comme ça. Mhm. C'est leur territoire pour leur marque depuis 100 ans, donc ils sont assez légitimes à aller soutenir une chaire de recherche dans ce domaine-là. Mm. Est-ce que c'est insidieux? Je suis pas sûr. Et moi, comme la personne qui s'occupe de cette chaire m'avait dit, si Coca-Cola le fait pas, personne va financer Mm. ma chaire. Mhm. Donc voilà, tout ça est un échange de bons Donc, ce procédés. serait une Ça bonne serait question. ce serait une autre entrevue. Regardez, ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Moi, ça a été vraiment un moment privilégié. Chantal, merci pour ta préparation. Merci d'avoir accepté le défi, en fait, de faire découvrir le livre. Merci encore, M. Béliard. On vous souhaite un Merci. franc succès. On va faire tout ce qu'on peut pour le faire connaître dans la francophonie parce que c'est un excellent ouvrage. Et on attend la suite. La web C'est une grande radio. question, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'énergie. Avec quelques exemples québécois en remerciement de notre contribution. Volontiers, Mais parce que c'est vrai que pour le coup, ça manque d'ouverture non, mais sur d'un autre côté, c'est normal. Vous êtes français, vous donnez des exemples français. Mais ce qu'on avait parlé, Chantal et moi, hier, c'est ça, c'est que on comprend tout de suite que c'est parce que vous êtes français que les exemples sont là, puis ça nous force justement à voir ici au Québec. Et La donc, peu comparaison. importe, OK, qu'est-ce que les exemples que nous, on pourrait donner pour illustrer ce ouais, même point-là? Parce que la théorie est là, le constat il est là. un bon Maintenant, exercice. Oui. c'est ça. Donc, c'est un bon exercice pour les gens qui vont le lire, qui ne sont pas français. Puis le côté des statistiques, ça c'est secondaire parce que le point, il est pas, votre livre n'est pas une litanie de statistiques. À certains moments donnés, on voit quelques références, mais il est beaucoup plus profond que ça. Donc vraiment une belle auteure qu'on aime et qui nous manque quand on est trop dans le quotidien et les Ah bah, opérations, puis on cherche des petites affaires, des petits contenus pour aller dans le pratique. Donc ça faisait du bien sur le plan intellectuel de vous lire. merci. 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 Alors, bon succès à toi aussi, Chantal. Bonne continuité. Merci. Et toi Bonne aussi, tu es continuation. auteur et on attend maintenant ton propre livre, sûrement, Chantal. Oui, je suis auteure sur les fêtes, les cérémonies, les rituels. Et ben, probablement que je voudrais amalgamer ce travail-là sur les fêtes, les cérémonies, les rituels, mais sur leur impact dans les organisations. Puis c'est un peu ce que j'ai commencé à faire depuis une dizaine d'années avec le concept d'entreprise tribu. Donc, on voit des fois qu'en prenant justement un petit peu de recul ou de hauteur, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblaient éparpillées, qui tout à coup font du sens parce qu'on voit les liens entre tout ce qui nous passionne.
Ouais. Bon, alors bon succès à vous deux. Toute ma reconnaissance. Pareillement, Puis, Micheline, avec le merci sommet. beaucoup. Grand succès à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir.